Avec nous sur le plateau, Xavier Titelman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la sécurité aérienne, président et formateur au Centre de traitement de la peur de l'avion. Alors, vous le disiez tout à l'heure, je vous entendais commenter ce que racontait Christophe Dansette, qui revenait sur la première conférence de presse de Laurent Fabius. Et vous disiez, enfin, les autorités algériennes ont été beaucoup plus affirmatives que les autorités françaises. Pour les autorités algériennes, l'appareil s'est bien écrasé. Laurent Fabius, il est vrai, est resté prudent. Il a dit vraisemblablement. On est toujours prudent, on prend toujours du recul sur la situation, c'est plus sûr, en tout cas d'un point de vue politique. Maintenant, c'est vrai que les Algériens ont clairement dit, on a eu un crash, on a perdu notre avion. On ne sait pas encore quelles sont les sources qu'ils ont trouvées, d'autant plus qu'on n'a pas encore trouvé la carlingue, la carcasse de l'avion, mais probablement des infos satellites. Par exemple, quand un avion va se crasher, sa boîte noire et les autres balises de détresse qui sont à bord vont commencer à émettre des alertes, des messages d'alerte qui vont être détectés. Quand on est dans le cas d'un avion qu'on perd dans le sud de l'océan Indien, comme c'était le cas de l'avion malaisien il y a 4 mois, la portée de ces balises, de ces boîtes noires, n'est que de 4 km dans la mer. Par contre, quand on est au sol, là, ça va aller jusque dans l'espace, ça va être des moyens satellites, des moyens terrestres, ça va certainement être beaucoup plus facile de retrouver l'avion. Mais alors justement, la question qu'on se pose, Xavier Titelman, c'est l'avion se serait donc écrasé, parce qu'on va rester nous aussi prudents. Voilà, aux environs donc il était 1h du matin temps universel, donc 3h heure de Paris. Il est 18h là, donc il y a plusieurs heures qui se sont écoulées entre 3h et 18h ce soir. Comment se fait-il avec tous les moyens satellites? Et puis en plus, c'est une zone de conflit, donc c'est une zone qui est extrêmement surveillée par les autorités algériennes, par les autorités françaises. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas trouvé de débris ou de traces de cet appareil? Alors, c'est justement peut-être d'autant plus difficile de chercher dans cette zone qu'on va se retrouver comme dans le cas ukrainien de cette semaine. On est dans une zone de conflit, justement. Il y a des séparatistes, il y a des hommes au sol, il y a des armes au sol. Là, on va se retrouver avec des moyens aériens qui vont essayer de retrouver. Apparemment, on fait décoller des avions de chasse pour trouver oui, 2 avions de chasse qui seraient partis de Niamey. Mais si on a encore une fois des hommes au sol, des opposants à l'armée française, des rebelles séparatistes, on ne peut pas engager aussi nos moyens et les mettre en danger. Donc certes, on a des moyens. Mais il y a des images comme il y a des satellites, il y a des images, donc on a des images au sol quand même. L'exploitation des données satellites, donc on a des satellites, par exemple les satellites militaires pourraient très bien prendre des photos de la région. L'exploitation de ces données, déjà il faut que le satellite passe au-dessus de cette région 2 jours, et ensuite on exploite ces données. Ça peut mettre 1, 2, 3, 4 jours. C'est pas instantané malheureusement, les moyens américains sont peut-être un peu plus performants et permettront d'avoir des informations plus rapidement, mais on va mettre tout en œuvre de toute façon tout ce qui est disponible sur le terrain, aussi bien les moyens militaires que satellites. C'est évident qu'on va faire un maximum, d'autant plus qu'on a quand même plus de 50 Français qui étaient à bord de cet avion. Alors, les différentes hypothèses, on va essayer de les prendre une à une si vous voulez bien. Laurent Fabius, on le rappelle, est resté très prudent. Il a dit vraisemblablement l'appareil s'est écrasé. Est-ce qu'il est possible encore, à l'heure qu'il est, que cet appareil soit dans les airs et vole encore? Alors, non, c'est pas possible. Un avion, ça vole, ça a une destination, ça prend du pétrole. En gros, un avion prend 3 heures de pétrole de plus que la destination pour laquelle il partait. Donc cette hypothèse-là, on l'oublie. Il se serait déjà posé. L'hypothèse du mauvais temps, en effet, donc c'est la saison des pluies dans cette zone de l'Afrique. On sait qu'il y avait une tempête de sable au nord du Mali. Est-ce qu'une tempête de sable peut créer justement une catastrophe aérienne et mettre un avion au sol? Alors, on va être catégorique, non. Non. Donc ça fait deuxième hypothèse, non. Le facteur météo n'est plus un risque en aéronautique. Les avions peuvent identifier des zones d'orage, vont les contourner. Réglementairement, on n'a pas le droit de traverser des zones orageuses, même si en réalité, il n'y aurait plus réellement de risque aujourd'hui. La deuxième éventualité liée aux tempêtes de sable, là on revient un petit peu sur comme le risque volcanique. On évite des grandes zones dans lesquelles il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, parce que ça encrasserait les moteurs, ça pourrait couper les moteurs. Mais un avion qui perd ses moteurs, il tombe pas comme une pierre. Il va planer pendant des dizaines et dizaines de minutes sur des centaines de kilomètres. Ça laisse tout le temps au personnel qui sont à bord, aux pilotes, pour annoncer aux opérations « on est en train de planer, on a un problème technique ». Là, on n'a pas reçu de message, on pense à quelque chose de beaucoup plus instantané. Alors, donc, le mauvais temps, vous n'y croyez pas. Un avion qui est toujours dans les airs, ce n'est pas possible. Un détournement? Pourquoi pas, on reviendrait à ce moment-là sur la sécurité. Après le 11 septembre, on a quand même mis en place des normes de sécurité qui sont absolument draconiennes. On a des blindages sur le cockpit, on ne peut pas rentrer dans le cockpit, il y a un digicode pour rentrer dans le cockpit, ça ne s'ouvre pas tout de suite, dans les 30 secondes, le pilote a le droit de refuser l'entrée du cockpit, même à la personne qui connaît le bon code. Donc on est quand même sur une situation... Vous n'y croyez pas trop? Alors, possible. le tir de missile, je vais quand même vous poser la question, parce que c'est ce qui s'est passé visiblement pour cet avion de ligne qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine. On rappelle que c'est là encore dans une zone de conflit où sévissent les djihadistes armés, le Moudjahou, AQMI. Dans cette zone-là, est-ce qu'on peut imaginer un tir de missile? Ça, par contre, on peut totalement l'exclure. Totalement.
Alors, si je vous entends bien, parce que là j'ai quand même évoqué quand même pas mal d'hypothèses. Alors pourquoi tout d'abord on peut exclure le tir de missile? On est sur du matériel, encore une fois, qui a abattu l'avion malaisien en Ukraine, qui est excessivement sophistiqué, qui n'appartient qu'à des États. Seuls les États sont en possession de moyens aussi complexes. C'est 3 chars, c'est une dizaine de personnes qui vont travailler d'une manière coordonnée, entraînée, avec du matériel très lourd. Ça passe pas les frontières. On sait qu'il n'y en a pas dans la zone sahélienne. S'il y en avait dans la zone sahélienne, on aurait perdu des avions quand on y était il y a quelques mois, et on y est encore. On ne perd pas nos avions militaires. Les premières personnes qui seraient visées dans cette zone par les rebelles seraient quand même les militaires français. On sait que ces matériels ne sont pas à disposition des rebelles Touaregs dans la région. Des Touaregs ou de Hakmi. Ou de Hakmi, peu importe au final. Quand il y a quelqu'un au sol qui tire sur un avion, on sait qu'ils n'ont pas ce matériel-là, ça ne passe pas les frontières comme ça. Écoutez, j'ai évoqué beaucoup d'hypothèses avec vous, il n'y en a aucune qui vous semble plausible. Il y a une piste quand même que vous privilégiez, j'imagine. Il n'y a pas réellement de faisceau de preuves. On peut continuer à imaginer d'autres situations. On peut imaginer un attentat à bord, on peut imaginer une bombe, quelque chose de très ponctuel. Si la personne si l'avion arrête de communiquer instantanément avec le sol, on pense forcément à quelque chose de très ponctuel, très rapide, instantané. Une explosion, par exemple. On a exclu le missile. Oui. Un attentat qui aurait été à bord. Alors, la sécurité des aéroports, la sûreté aéroportuaire est quand même très élevée dans les pays d'Afrique, contrairement à ce qu'on peut croire souvent. Là, l'avion partait, on le rappelle, de Ouagadougou, tout à fait. Au Burkina Faso. Alors, pourquoi pas? Peut-être au sol, on sait qu'il y a des failles, même en France, il y a des petites failles, on fait tout ce qu'il faut pour les réduire au minimum. On peut imaginer cette possibilité. Il y a une autre possibilité qui serait plus liée à la désorientation spatiale du pilote à cause justement de ces éléments météorologiques. Il y a des cas très rares, très isolés sur des pilotes qui n'étaient pas très bien formés, qui ont, en gros, ils ont perdu le sens de l'orientation, ils ne savaient plus où était le haut et le bas, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de descendre. C'est une possibilité, mais j'y crois pas réellement dans ce cas-là, vu qu'on avait des équipages qui étaient formés en Europe notamment, et donc très fiables. Est-ce qu'on peut encore imaginer que qu'il y a encore de l'espoir, qu'on puisse peut-être retrouver des survivants? Malheureusement. Que cet appareil se soit posé en catastrophe Alors, si un pilote avait organisé un crash organisé, c'est-à-dire que si c'était posé dans un champ, si c'était posé dans un désert d'une manière coordonnée, ça implique quand même qu'il aurait plané encore une fois pendant une demi-heure avant de toucher le sol. Le fait qu'il n'y ait aucun message et que tout d'un coup on arrive de « je vole et tout va bien » à aucun message, c'est quand même très mauvais signe. J'ai une dernière question parce que vous êtes formateur au centre de traitement de la peur de l'avion. Il y a une multiplication des catastrophes aériennes ces dernières semaines. Je pense à la Malaysia Airlines, dont on n'a toujours pas retrouvé ce vol. Il y a eu donc cet avion de ligne qui effectuait la liaison Amsterdam-Jakarta qui a été abattu par un missile. Oui. Pardonnez-moi, Amsterdam-Kuala Lumpur qui a été abattu. Et puis aujourd'hui, on voit donc la disparition de ce vol d'Air Algérie. Beaucoup de gens prennent l'avion. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui de prendre l'avion en se disant avec cette multiplication des catastrophes. Plus que jamais, on a des inquiétudes parce qu'il y a une redondance, il y a une récurrence de ces événements aéronautiques qui sont graves et qui sont des drames à chaque fois. Il y a des centaines de familles qui sont malheureuses. Néanmoins, si vous remplacez votre trajet en avion par un trajet en voiture, vous savez rationnellement qu'il y aura beaucoup plus d'accidents. Évidemment, les statistiques ne rassurent pas les personnes, mais il faut quand même être clair, on est sur des éléments qui sont explicables. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'explication pour cet avion algérien. L'avion qui s'est fait abattre en Ukraine, ça change absolument rien à la sécurité du vol que vous allez prendre demain vers les États-Unis. Votre avion est fiable, on n'est pas sur une cause technique. L'avion qui a disparu dans le sud de l'océan Indien, encore une fois, même si on n'a pas retrouvé l'avion en particulier, on sait que c'est un détournement. On sait qu'une personne a pris les commandes, a volé volontairement sur la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande pour ne pas attirer l'attention ni d'un côté ni de l'autre. C'est des éléments qui sont techniques, on sait que c'est volontaire. Donc, encore une fois, c'est malheureux, mais ça ne remet pas en cause la sécurité des Boeing ou des avions que vous allez pouvoir prendre demain. Merci beaucoup. Merci Xavier Tillemans d'être venu sur le plateau de France 24, spécialiste de la sécurité aérienne et président et formateur, je le disais, au centre de traitement de la peur de l'avion. Si vous nous prenez